Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord il faut que je rectifie quelque chose. Il y a annoncé cuisine moléculaire. Alors la cuisine moléculaire, moi ça m'intéresse pas tellement. Enfin c'est très très bien, mais c'est pas de ça dont je parlerai. Alors j'en parlerai pour expliquer pourquoi je vais pas en parler. Voilà. Alors deuxièmement je suis un homme de combat, c'est-à-dire que il y a des trucs qui me vont pas, et puis il y en a qui me vont. Alors quand ça me va, je dis ah je suis content, puis quand ça ne va pas, je dis je suis pas content. Alors je suis très content d'être avec vous, ça bien évidemment, parce que c'est quand on rencontre des nouveaux amis, c'est le bonheur. En revanche, j'ai été surpris en venant et en lisant le titre du salon, parce que c'est un salon européen, donc ça je comprends ce que ça veut dire, salon européen, enfin bien que l'Europe change tous les jours, mais c'est pas très grave. Et il y a de la recherche et de l'innovation. Alors ça c'est très amusant, parce que moi j'ai un copain qui s'appelle Pierre Gagnère, c'est mon pote. Il est cuisinier, il n'est pas chimiste, pas du tout, il sait même pas ce que c'est qu'une molécule, mais ça l'empêche pas d'être l'équivalent de Rembrandt en cuisine. Et Pierre Gagnère, il fait de la recherche tout le temps. Mais il fait pas de la recherche scientifique, et il fait pas de la recherche technologique. Donc, il serait habilité à venir ici. Ben non, c'est pas son endroit. Son endroit, ce salon, c'est un salon peut-être européen si c'est européen, mais c'est pas la recherche et l'innovation, c'est la science et la technologie. Donc je propose que pour l'an prochain, on change le titre du salon, parce que ça serait quand même plus propre. Innovation, c'est un mot couillon, parce que on va pas se mettre à faire du vieux, quoi. Imaginez un salon qui soit salon de la paresse et des vieilles lunes, ça ferait quand même bizarre. Alors voilà, donc j'ai craché mon venin. Enfin, c'est pas du venin d'ailleurs, c'est simplement que je veux pas que au moment où on dit sauvons la recherche, non, sauvons pas la recherche, sauvons peut-être la science, mais pas la recherche. Donc sauvons pas la recherche, sauvons la science. Et puis la science, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pour ça que je ne fais pas de cuisine moléculaire. Alors d'ailleurs vous avez vu Marc, enfin non parce qu'ils ont enlevé le PowerPoint, mais peut-être qu'on peut mettre le PowerPoint. Voilà, très bien. Donc il y a marqué molecular gastronomie. Alors c'est en anglais parce que on est dans un salon européen, donc ça va. Moléculaire, parce que je suis chimiste. Alors vous vous rappelez, les chimistes, c'est des gens dangereux, ils puent, ils pètent, ils polluent, ils empoisonnent. Enfin ça, c'est l'image du public. On traverse la rue, on fait un radio-trottoir, c'est ça qu'on aura. Hein. Alors gastronomie, en revanche, gastronomie, c'est pas cuisine. Il n'y a pas de cuisine gastronomique, c'est une espèce d'idée idiote. La cuisine, c'est de la cuisine, ça fait à manger. Bon. Donc c'est un geste technique qui peut se doubler d'un geste artistique dans certains cas. Maintenant, la gastronomie, dit Brillat-Savarin, qui introduit quand même le mot en français, c'est, je cite, la connaissance raisonnée, donc c'est pas de la cuisine, de tout ce qui se rapporte à l'être humain en tant qu'il se nourrit. Connaissance raisonnée. Ah ben tiens, la science, c'est une connaissance raisonnée. Bon, alors, du coup, il s'agit de science. Alors la science, c'est quoi ? Je suis très désolé de vous dire qu'aujourd'hui, avec des mots comme recherche, les étudiants dans les grandes écoles ne savent même pas ce que c'est que la science. Alors, relisons les grands anciens. On va pas lire tout, hein. De toute façon, un PowerPoint qu'on lit, c'est idiot. Donc, il n'y a qu'un truc qui est important, c'est le truc en rouge. Il dit, c'est Galilée, il dit qu'il faut faire des manips. Ben, il a bien raison, cet homme-là. Ensuite, il dit, les manips, il faut les interpréter, et il y a des calculs. Il a bien raison. Si on n'aime pas calculer, il ne faut pas faire de science. On peut être pianiste, on peut être plombier, on peut être tout, mais il ne faut pas faire de science. Voilà. Et calculer, ça veut dire résoudre des équations différentielles. Hein, donc il ne faut pas se gourer. Alors ensuite, moi, un jour, je vais à l'INRA et mon patron me dit « Hervé, il faut que tu fasses de la bonne science. » Alors je suis bon petit soldat, je suis un peu con parce que je suis chimiste, mais bon soldat, quoi. Hein. Alors je lui dis « Mais c'est quoi la bonne science ?» Et alors là, l'enquête est très décevante, parce que quand vous demandez qu'est-ce que c'est que la bonne science, on vous répond c'est quand on est bien noté par les commissions, ou bien des trucs pareils. Ça aide pas, hein, le bon petit soldat, il sait pas ce que ça veut dire. Alors, il y a des épistémologues qui vont vous dire ah oui, non, Popper c'est très dépassé, il y a que la catoche qui vaut quelque chose. Ah mais non, mais Kuhn, ça va pas du tout, parce que vous comprenez. Et puis, la vieille querelle Tom et Abraham à l'Académie des sciences, c'est affreux. Bref, moi j'y comprends rien, je suis chimiste. Et alors du coup, un jour, j'ai eu une illumination. Je me suis dit quand même, en relisant Galilée, en relisant Lavoisier, en relisant Pasteur, ces gens explorent les phénomènes et ils en cherchent les mécanismes. Ça, c'est de la science. Alors, je passe sur sciences humaines, sciences sociales, sciences exactes, je ne veux pas en entendre parler, hein, mais la science dont je parle, physique, chimie, biologie, etc., c'est rechercher les mécanismes des phénomènes. Il y a une montagne, c'est un phénomène. Pourquoi il y a une montagne? Alors, il y a des gens
des géophysiciens qui disent « Oh ben si les plaques flottent à la surface de la Terre et qu'elles se rapprochent, ça fait une montagne. » Ouais, mais ça c'est une théorie, et la science n'est pas là pour produire des théories, elle est là pour les réfuter. Et la preuve c'est que cette théorie est fausse, parce que ici, c'est pas une montagne due à la rapprochement des plaques, c'est un volcan. Donc cette théorie était fausse, et les théories sont fausses, et on le sait. Et on n'est pas là pour démontrer des théories, ça, laissons ça à l'astrologie ou à l'homéopathie, on est là pour réfuter des théories qu'on sait fausses et qu'on veut perfectionner. Bon, alors ça va, maintenant j'ai compris, la méthode expérimentale. Alors Lavoisier a tout dit, hein, cet homme-là il était merveilleux, le seul malheur c'est que sa femme le trompait, la salope, hein, avec Dupont de Nemours, je ne sais pas s'il y a un stand Dupont de Nemours, mais c'est pas bien, hein. Alors, en gros, Lavoisier, il dit qu'il n'y a pas les jambons en français et les jambons en maths. Comme c'est les pensées qui font la science, on pense les mécanismes, donc on les dit. Le ciel est bleu, on le dit. Et il conclut, on ne peut pas perfectionner la science sans perfectionner le langage et inversement. Et le fait est que quand on est rapporteur de publication, quand on relit des thèses, on relit du français, et en relisant du français, on dépiste des fautes. Et voilà pourquoi la langue est importante, et voilà pourquoi je publie en anglais, parce que c'est pas très compliqué, mais je pense en français, parce que la langue française est une langue absolument merveilleuse pour la pensée. Bon, enfin ça c'est des actes de foi. La méthode expérimentale, la voilà, mais on n'a pas le temps parce qu'on n'a qu'une demi-heure. Alors, la gastronomie moléculaire. Alors, il y a eu une préhistoire, une histoire, et donc un moment où ça s'est créé. Alors la préhistoire, il y a 3 millénaires, il y a un mec en Égypte qui dit on va peser la viande qui fermente pour savoir si elle perd une émanation. Bah, c'est marrant, il regarde un phénomène, il cherche un mécanisme, il ne calcule pas. Donc c'est pas encore vraiment de la science. Lavoisier a étudié le bouillon de viande, le grand Lavoisier. Bon. Mais c'est pas la gastronomie moléculaire. À l'époque, c'était une espèce de truc bizarre où entre la science des aliments, la science des ingrédients alimentaires, les sciences des transformations, c'était assez étonnant. Parmentier, grand homme, lui, il a repris les travaux de Cassel, Mayer et Jacopo Beccaria sur la constitution de la farine, et il a fait des beaux travaux de science, et il a cherché des applications. La première application étant de faire manger des pommes de terre aux Français, qui n'en voulaient pas. Parce que l'Académie de médecine, ces cons-là, avaient dit que les solanacées étaient toutes toxiques, donc si on mangeait des pommes de terre, on allait crever. Pendant ce temps-là, c'est la France qui crevait parce que les récoltes étaient mauvaises, donc il n'y a plus de blé. Alors, Rumford, personnage très intéressant, le père de la convection et plein d'autres choses. Il avait un caractère de cochon et il a été puni parce qu'il a épousé la veuve de Lavoisier et il se tirait dessus à coups de fusil. Alors, la veuve de Lavoisier a été punie, Lavoisier a été, disons, bref, enfin, il y a une morale sur la terre. Hein. Ce qui est bien, c'est que cet homme avait étudié la cuisine. Il avait fait un pot à café qui tenait mieux le café chaud. Il a fait des tas de trucs très intéressants. Mais il ne faisait pas de gastronomie moléculaire. Justus von Liebig, chercheur allemand, a beaucoup fait en chimie. S'il vous plaît, ne lisez pas les travaux de Liebig en application alimentaire, c'est tout foireux. Mais c'était intéressant qu'un chimiste se préoccupe de la cuisine. Alors, celui-là est oublié. Il a fait des best-sellers en France. Édouard de Pomian, première émission de cuisine sur Radio Cuisine. Il a fait des livres qui se vendent encore. C'était un bonhomme qui était microbiologiste à l'Institut Pasteur. Il était merveilleux, il était enjoué, il faisait des conférences marrantes, etc. Mais alors, il écrit un paquet de conneries. Par exemple, il disait, quand on bat des blancs en neige, il faut un fouet en fer et une bassine en cuivre, comme ça fait pile. Bon, ben, n'importe qui sait qu'on prend un fouet en plastique et une bassine en plastique, ça fait pas pile et ça monte quand même. Hein. Donc, c'était pas mal, mais insuffisant. Mais il était très marrant. Hein. Alors, moi, j'avais un vieux copain qui était le patron de la Royal Society en Angleterre, Nicolas Scurti. C'était mon pote. Il avait 50 ans de plus de moi, mais on était 2 collégiens. Et lui a fait en 69 des études marrantes où il voulait introduire la physique en cuisine. C'était pas encore la gastronomie moléculaire. Moi-même, en 80, je m'intéressais aux dictons, tour de main, etc. Il y en a plein les livres de cuisine. Je les mets maintenant sur le site de l'INRA. J'en ai 25 000. On ne sait pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Et donc, ça, c'était déjà un travail qui ressemblait à ce que je fais aujourd'hui. Mais c'était toujours pas de la gastronomie moléculaire puisque c'était pas créé. Et un jour, on s'est dit, tiens, avec Nicolas, on dit, tiens, là-dedans, il y a des phénomènes. S'il y a des phénomènes qui n'ont pas été explorés par la science, on peut en découvrir, mais on peut découvrir des mécanismes inédits dans ces pages-là. Alors,
je sais pas, non, j'en ai pas un, mais on verra d'autres choses. Alors, donc on a fait un programme, et voilà la naissance de la gastronomie moléculaire. Alors, c'est une connerie ce programme. Pourtant, il a été présenté dans mon jury de thèse devant 2 prix Nobel. Personne ne me fait la remarque que c'est fautif. Le numéro 1, explorer les recettes, c'est de la science. Numéro 2, explorer les tours de main, c'est de la science. Numéro 3, inventer des plats nouveaux. L'invention, c'est de la technologie, c'est pas de la science. Pourquoi ne m'a-t-on pas dit ça? J'ai attendu 20 ans avant de le découvrir. Quand même, on m'a laissé dans l'erreur pendant 20 ans. C'est indécent, quoi. J'en veux beaucoup à tous ceux à qui j'ai parlé pendant 20 ans. Parce qu'ils gobaient ça, comme là, ça, non. Alors, numéro 4, introduire en cuisine de nouveaux outils, ustensiles ou méthodes. Les cuisiniers du monde entier clarifient les bouillons. Ils font un bouillon, ils mettent de la bidoche dans l'eau, ils cuisent, c'est trouble, ils le mettent dans un linge plié en 4 dans un chinois, avec des blancs d'œufs qui font coaguler, et ils filtrent. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas des filtres, des frités de laboratoire bien faits, quoi? C'est insensé. Donc nous cuisinons, aujourd'hui comme au Moyen-Âge, avec des ustensiles comme ceux du Moyen-Âge. Ça existait, ça existe encore, ça ne fonctionne pas bien. C'est pas durable, c'est rien, c'est tout mal, ça prend du temps alors qu'on a les 35 heures sur le dos, enfin c'est tout mal quoi. Et on s'emmerde toute la journée, tous les jours, des millions de Français depuis des décennies, des siècles, des millénaires. Il est temps de faire quelque chose. Bon, alors faisons quelque chose. Ah oui, alors, numéro 5, utiliser l'attrait du public pour la cuisine pour montrer que les séances sont belles. Ça c'est louable, hein, tout est louable là-dedans. Mais c'est pas de la science, c'est de la communication, c'est de la politique, c'est ce que vous voulez. Bon. Alors du coup, avec Nicolas, on s'est dit, il va falloir travailler. Alors on a travaillé, on a organisé des colloques internationaux en Sicile. Alors il y avait des tas de gens, on mêlait cuisiniers, prix Nobel, scientifiques, etc. On l'a fait. Alors là, par exemple, on était en train de s'amuser à réduire un bouillon sous vide. C'est pas très compliqué, mais à 1500 mètres d'altitude, c'était dur. Ah oui, alors il y avait toujours du champagne, parce que Moët et Chandon étaient très généreux. Donc on avait des sessions, une session, c'était pas pause café, c'était pause champagne. Donc ça, bravo, merci Moët et Chandon. Alors Nicolas disait que j'étais très bon en chimie, c'était gentil à lui. L'Académie des sciences m'a demandé de passer une thèse pour attester la discipline, mais elle existait déjà, on s'en foutait, c'était à peu près inutile. En revanche, ça c'était mieux, Jean-Marie Laine m'a donné un labo au Collège de France pour faire ça. Et ça, c'est courageux, parce que je peux vous assurer qu'il y a certains profs du collège, ils se disaient, de la cuisine au Collège de France, c'est pas sérieux cette affaire-là. Bon, alors. Et puis, alors, je vous invite, hein, tous les mois, il y a un séminaire libre, public, un séminaire INRA. Vive l'INRA! Vive l'INRA, institut de recherche finalisé, comme on dit. Très bel institut de recherche, un des plus beaux au monde, inégalé. Il n'y a pas besoin de sauver l'INRA, il va très bien, enfin j'espère, mais c'est un très bon institut. Et alors, donc ces séminaires, on regarde des dictons avec des cuisiniers, des scientifiques, et on s'amuse beaucoup. Par exemple, un des derniers séminaires, c'est « Faut-il mettre l'eau du risotto d'un coup ou par petite quantité ?» ouais. Il y a des millions de gens qui cuisinent tous les jours, mais on ne sait pas. On est au 21e siècle. On a des salons de l'innovation, machin truc. On envoie des sondes vers Mars et on ne sait pas ça. C'est complètement anormal. Bon. Alors, donc des phénomènes, il y en a plein, je vous l'ai dit. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, il y a un nouveau programme, plus propre, ça va bien, on le comprend, on va passer parce qu'il est en anglais. Et voilà les relations qui peuvent naître. Il y a la science, la gastronomie moléculaire, et il y a la cuisine. Mais il peut y avoir du transfert technologique. Et donc, il y a un nouveau métier qui est en train de naître. Et je suis très heureux de vous dire qu'une étudiante qui a passé sa thèse au labo a créé sa société. Et elle fait ce transfert. Donc, le transfert technologique est possible s'il y a des connaissances nouvelles. Mais s'il n'y a pas de connaissances nouvelles, il n'y aura pas de transfert. Donc, voilà pourquoi je n'arrête pas de dire « vive la science » et non pas « vive la recherche ». La science produit des connaissances nouvelles qui permettent à l'industrie... Alors, pardon, la science transforme l'argent en connaissances et l'industrie transforme les connaissances en argent. Mais si l'industrie ne donne pas de l'argent à la science, il n'y aura pas de connaissances. Alors ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on fait au labo? Ah oui, alors au labo, on s'amuse, beaucoup. Alors par exemple, moi, et on s'amuse de tas de façons. Alors on s'amuse en faisant des manips, par exemple. Alors là, j'ai un peu de permanganate, j'adore cette expérience. Je ne dis pas qu'on aura le prix Nobel avec ça, on ne peut même pas le publier, c'est simplement une expérience pour rigoler. Hein. Parce que, vous vous rappelez que je suis un enfant.
et un collégien, j'ai dit. Hein. Et les enfants, ils se posent des tas de questions. Par exemple, dans des produits comme ça, il y a marqué oméga 3. Oh, oméga 3. Mais qu'est-ce que je comprends avec oméga 3? On se fout de moi, c'est un argument d'autorité imbécile. Donc on se fout du public. Oméga 3, les pauvres. Parce qu'il n'y a pas d'acide gras dans l'huile. Il y a des triglycérides. Donc il n'y a pas d'acide gras oméga 3. C'est n'importe quoi, c'est idiot du point de vue chimique. Donc il faut que la chimie soit bien plus enseignée qu'elle n'est. La chimie est une science essentielle, c'est une science merveilleuse. Et pour avoir un environnement propre, durable, comme il y a marqué en face, l'environnement, il ne faut pas moins de chimie. Il faut beaucoup plus de chimie, puisque la chimie, c'est de la connaissance. Alors voilà, donc j'ai mis du permanganate de potassium. J'aime beaucoup ce produit, il est d'un très joli violet. Hein, c'est joli. Bon. Alors, on me dit, ah tiens, la vitamine C, c'est un antioxydant. Oh là 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 là, un antioxydant, mais... Antioxydant, en général, quand on vous dit plus de 3 syllabes, c'est qu'on vous ment, ou qu'on veut vous vendre quelque chose. Alors, antioxydant, on nous bourre le mou. Hein. Alors, puisque... Non mais, on peut faire une expérience. Alors... ça tombe bien, le permanganate est un oxydant. La preuve, on peut faire des explosifs avec ça. C'est pour ça que je ne suis pas tranquille en venant au salon de la science et de la technologie, parce que j'ai peur qu'un flic m'arrête en me disant « Mais qu'est-ce que vous avez ?»« Ah, des permanganates, vous pouvez faire sauter la baraque. » C'est vrai, je peux faire sauter la baraque, mais je ne vais pas le faire, parce que les chimistes sont des gens bienveillants, puisque ce sont des scientifiques qui produisent des connaissances. Bon. Alors, si la vitamine C était un antioxydant, il devrait se passer quelque chose quand je le mets dedans. Donc on va voir. Alors, c'est une poudre blanche, donc déjà c'est louche. Alors il se passe rien. C'est emmerdant, hein? Est-ce que c'est un antioxydant? Eh ben oui, c'est quand même un antioxydant. Mais il en faut peut-être un petit peu plus. Alors on va en rajouter un petit peu plus. Alors voilà, voilà. Il est bien, il est pas mal. Ah ben oui, ben voilà, c'est un antioxydant. Bon d'accord, maintenant d'accord. Alors ça, moi je veux ça à l'école pour tous les enfants du monde. Parce que ensuite, il ne sera pas très difficile d'aller chauffer de la vitamine C dans de l'eau et de refaire la même manip pour voir qu'on n'arrive pas à décolorer. Donc les vitamines, quand on les cuit, on les perd. Celles-là en tout cas, pas toutes. Bon. Alors j'aime bien donc cette expérience. Ça, on l'a faite, je suis tranquille, je peux ranger ma petite bouteille et on peut passer à la suivante. Alors, il y en a des expériences qui sont plus, à mon avis, qui sont plus subtiles. En voilà une, par exemple, donc j'ai besoin d'un peu d'eau. Ah ouais. Alors évidemment, il me donne qu'un micro qu'on faut tenir pendant faire les manips, alors vous vous rendez compte. Hein, je sais bien que les chimistes sont adroits, mais faut pas exagérer. Hein. Bon alors, celle-là, il ne faudra pas la boire. Hein. Alors celle-là, en revanche, ça, j'appelle ça le paradoxe du vin. Tiens, en fait, la cuve moléculaire, c'est quoi? Mais on s'en fout. Alors, le paradoxe du vin, c'est beaucoup plus important. Imaginons que ça soit un verre de vin. Si je bouche, je ne sens plus rien. Je ne sens plus le bouquet du vin. Ça s'appelle le bouquet. Ça s'appelle pas l'arôme, ça s'appelle pas le parfum, ça s'appelle le bouquet pour le vin. C'est le mot, en français. Donc ça veut dire que quand je le bouche, il n'y a pas des trucs qui sortent qui vont dans mon nez. D'ailleurs, si je me bouche le nez, ça ne se vient pas non plus. Donc il y a des molécules odorantes, et ces molécules odorantes doivent passer en phase vapeur, monter dans mon nez, c'est pour ça que je les sens. Bon. Alors, je ne vous ai pas amené de molécules odorantes parce que les huiles essentielles, ça pue, et c'est pas, pour un salon de la science et de la technologie, c'est pas admissible, mais faites-moi confiance, c'est comme si on mettait une goutte d'huile, ça fait, déjà ça sentirait, ça ferait un plat pour 100 personnes. Hein. Alors, pas n'importe quelle huile essentielle, par exemple, l'huile essentielle d'estragon ou de basilic contient de l'estragol qui est tératogène et cancérogène à toute dose. Donc on rigole pas avec ce genre de truc en cuisine. Hein. Alors, imaginons une huile essentielle de, allez, thym. Quoique, le thym, il y a du thymol, il y a de l'eugénol aussi, il faudrait peut-être regarder ce que ça donne. Mais enfin bref, donc ces molécules sont les molécules odorantes du vin. Mais vous savez bien que si je verse de l'huile dans l'eau, ça ne va pas se dissoudre. Donc comment est-ce que Dieu a réussi à mettre dans l'eau des molécules odorantes qui ne veulent pas y aller puisqu'elles sortent? Alors, Dieu, dans sa grande bonté, a inventé l'éthanol. Alors l'éthanol, c'est une merveilleuse molécule. Alors le malheur, c'est qu'il y a des hygiénistes un peu trop zélés qui voudraient nous faire croire qu'il ne faut plus en boire du tout. Moi, ça m'emmerde parce que le vin, j'aime ça. Hein. Quand il est bon, quand il est mauvais, j'aime pas ça. Et alors, ce que je vois, c'est que... Ah oui, mais ce que je vois, c'est que si je mets de l'éthanol dans l'eau, ça se dissout bien. Bon. Mais si je mettais l'huile essentielle dans l'éthanol et l'éthanol dans l'eau, qu'est-ce qui se passerait? Oh bah alors, on n'en sait rien. On a 10 ans.
Ben, on va s'amuser à le faire. Alors, Akabi Akaba, platch, une myriade de gouttelettes d'huile, un trouble. Et ce qui est mieux, c'est que ce trouble va se répartir avec le temps. Parce que les gouttelettes sont tellement petites que le mouvement modien va mettre en circulation les gouttelettes d'huile. Et bien ça y est, j'ai mis de l'huile dans l'eau. Donc maintenant, je prends n'importe quelle eau, du jus de fraise, du bouillon, du café, du thé, de ce que vous voulez. Je prends n'importe quelle huile essentielle ou quelle huile macérée avec du goût. On prend de la vodka pour que ça soit alimentaire. Et bien vous pouvez donner à un plat le goût que vous voulez, puisque les plats, c'est essentiellement de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a fait là? Ben là, on a fait quelque chose qui est une expérience. Maintenant, où est passé l'éthanol? Est-ce qu'il est à la surface des gouttelettes? Est-ce qu'il est dispersé dans la solution? Je n'en sais rien. Et je suis très heureux de ne rien savoir, parce que comme ça, je peux l'étudier. Et je peux passer des grands moments au laboratoire avec des gens qui s'appellent des étudiants, qui ont envie d'apprendre. Et c'est merveilleux de travailler avec des gens qui ont envie d'apprendre. Et les 35 heures, on s'en fout. Et on arrive au matin, tôt, très tôt au labo. Et on le quitte très tard le soir. Et on vient le week-end. Et on s'amuse comme des petits fous. Et on calcule parce qu'il y a beaucoup à calculer. Alors voilà. Alors du coup, il y a plein de travaux au labo. Alors, il y a du conceptuel, ça on ne peut pas trop le donner aux étudiants parce qu'ils ont une thèse à passer en général, donc il faut qu'en 3 ans, ils publient. Alors là, on ne va pas n'importe comment, il ne faut pas les envoyer au casse-pipe. Alors, puis il y a des études. Alors, par exemple, les études, il faut me remettre les voilà. Alors par exemple, il y a une thèse qui s'est faite de Anne Cazor sur le bouillon de carotte. Vous mettez une carotte dans de la flotte, qu'est-ce qui sort? C'est pas trop difficile à analyser. Mais comment ça sort? Eh ben, je n'en sais rien. Et ça, c'est merveilleux. Alors, j'en profite pour combattre une espèce d'idée qui traîne dans les milieux scientifiques. Moi, il y a des copains qui me disent « Ah ben, tu comprends, d'abord, on n'est pas bien payé, ce qui est vrai. Très, très insuffisamment payé. Bon. Mais c'est une autre question. Mais ils me disent, en plus, on est malheureux parce qu'on a le doute qui nous étreint, on sait même pas ce qu'on cherche, et puis à la limite, on sait pas. Mais non, au contraire, plus on a de questions, mieux c'est. Une question, c'est la promesse d'une réponse. Donc, plus on a de questions ouvertes, plus la vie est belle. Alors, de temps en temps, il y a un étudiant qui arrive en disant, Hervé, la manip a foiré, ça n'a pas marché, comme j'ai pas le résultat que je voulais. Réjouis-toi! C'est parce que la théorie n'a pas prédit ce que tu as obtenu que nous avons la possibilité de réfuter la théorie et de l'améliorer. Parce que si on est on fait la manip, on a le résultat, on s'emmerde. Donc, vive les manips qui foirent, parce que c'est la possibilité des découvertes. Or, en science, on est là pour faire des découvertes. Alors, bouillon de carotte. Alors, vous voyez, dans les labos, il y a des gens qui sourient. Dans les labos de chimie, je le dis bien. Alors, vous voyez qu'on ne coûte pas cher. À droite, il y a des bouillons qui ont cuit pendant 3 ans à reflux. Donc, on prélevait des petits échantillons. Alors, évidemment, on les analysait par RMN. Alors, ça coûte un peu plus cher, mais grâce à Jean-Marie Laine, la vie est belle, il y a une RMN en face de mon bureau, et ça, c'est le bonheur absolu, quoi. On ne peut pas avoir un meilleur cadeau de Noël, quoi. C'est pas possible. Alors, donc, si, j'ai besoin d'un microscope confocal à balayage laser, si quelqu'un a ça, à me prêter, je suis preneur. Prochain Noël, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec Anne Cazor? On a appris à mettre un bouillon, et immédiatement à lire la composition du bouillon. Et la RMN, c'est merveilleux, parce que ça donne un résultat au premier ordre. Mais alors, du coup, on a serré la table de composition en le plus important. Si après on fait une séparation, on refait une RMN et on a le premier ordre du premier ordre. Et donc on a le deuxième étape. Et comme ça, on va progressivement. Et c'est pour ça que j'adore la RMN, quoi. C'est un truc extra. Bon alors, on fait des modélisations, ces modélisations, heureusement il y a des équations différentielles, c'est pour ça que la vie est belle, elles sont couplées, elles ne sont pas très compliquées, on les linéarise parce qu'on est chimiste, donc un peu con, donc on n'est pas capable d'avoir des équations trop compliquées, mais ça marche bien, on est content. Alors, de temps en temps, il y a une découverte. Alors celle-là, c'est une découverte. On avait coupé une carotte en deux. Les deux moitiés, parce qu'il faut faire les choses sérieusement, c'est pas parce qu'on est chimiste qu'on est cochon. Je vous rappelle la différence entre physicien et chimiste. Le physicien fait des manips très propres avec des matériaux très sales, et le chimiste fait des manips très sales avec des matériaux très propres. Le physico-chimiste, lui, on sait jamais. Mais alors, un jour, on coupe une carotte en deux, on fait 2 bouillons, le même, l'eau distillée, pareil, vous les avez devant vous, et le bouillon de carotte n'avait pas la même couleur. Alors ça c'est un signe. Eh bien, alors on a bien sûr analysé, on a tout arrêté, donc voilà, quand on analyse les couleurs, on le fait dans un espace et il y a une forme d'escargot. Les rapporteurs de la publication n'ont pas accepté que je parle de snail shape.
ils ont voulu mettre Helix, parce que snail, les Français bouffent des escargots, ça doit être un truc comme ça, mais moi je trouvais que c'était bien escargot, c'est plus sympa. Hein. Bon, mais enfin, Helix, je vois pas pourquoi il y a une Helix, mais peu importe. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc vous voyez, on a cuisiné longtemps, et puis on a fait des modèles, mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'était la lumière. Ah oui, je reviens sur mon image ici, vous voyez, il y a un bouillon qui est un peu enfoncé, et l'autre qui est à la lumière. Et bien ça a suffi pour faire un changement de couleur. Alors on a refait la manip derrière, c'est pour ça que je vous montrais les courbes, etc. Les courbes, c'est pour vous impressionner, bien évidemment, hein, parce que c'est ça dont il s'agit quand on fait de la communication. Mais en gros, on a bien fait le travail proprement. Quand vous éclairez un bouillon de carotte, il est plus marron que quand vous ne l'éclairez pas et que vous mettez un couvercle. Ce qui permet de contrôler la couleur du bouillon de carotte, qui est très importante. L'industrie alimentaire ne cesse de se battre pour avoir des couleurs. Mais si la couleur change, le goût change. Et donc, les mécanismes doivent être pris en compte sur la carotte, sur le bouillon. Il y a des tas de trucs très intéressants. Alors, voilà ce qu'on fait au labo. Alors, on regarde la couleur. Alors, ça, c'est un étudiant espagnol qui est venu au labo. Donc, vive l'Europe. Un gars très sympa, Juan Valverde, qui est maintenant parti en Irlande. Il a même pas sa thèse qu'il a embauché comme chargé de recherche. Il a bien travaillé, très bien travaillé. Et la question qu'on lui posait, qu'on a regardé ensemble, c'est les haricots verts changent de couleur. Comment? Pourquoi? Alors... d'abord, leur vert augmente, ça on le dit jamais. On dit qu'ils perdent leur couleur, mais c'est pas vrai. Ils deviennent plus verts d'abord. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des chlorophylles dans les haricots, mais pas de la chlorophylle. S'il vous plaît, n'utilisez plus jamais le mot la chlorophylle ou bien l'albumine. Il n'y a pas d'albumine, il y a des albumines. Il n'y a pas de chlorophylle, il y a des chlorophylles. Et elles ont des couleurs différentes parce qu'elles n'ont pas la même structure chimique. Et alors, en fait, mais dans les haricots, il y a plein d'autres... Alors, c'est vrai qu'on peut perdre l'atome de magnésium qui est au centre, ça s'appelle la phéophytinisation. Phéophytinisation, bah ouais, il reste plus que 4 minutes, mais j'ai encore 200 slides, alors je sais pas comment on fera. Bah alors, on débrouillera. Et alors, ouais, non, mais je vais me débrouiller, vous en faites pas. Ne craignez rien. Et alors, donc, la phéophytisation change la couleur. Mais il y a aussi tous les carotènes. Et ces carotènes, c'est ce qui fait que ça donne un vert un peu brillant. Et ça fait une chimie qui est très intéressante. Il y a plein de doubles liaisons conjuguées. C'est merveilleux. Alors, Juan, on a fait des tas de trucs. On a regardé l'intérieur du haricot, l'extérieur du haricot, les grains d'amidon qui sont à l'intérieur, les différentes couleurs. On a fait des IRM, on a fait des RMN, on a tout fait sur le haricot. Je vous invite à sa thèse le 27 juin à AgroParisTech. Bah alors je vous passe le détail. Il a fait des tas de trucs marrants. On n'a pas assez publié, mais ça va venir. Et puis donc je passe. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des dictons culinaires faux? Eh bien ça, c'est une belle question. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ils vous les notent bien. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont enseigné que les mayonnaises tournaient quand les femmes avaient leurs règles? Alors que c'est pas vrai. Pourquoi nous a-t-on transmis la théorie imbécile des 4 saveurs, salé, sucré, acide, amer, qui est fausse? Alors, un petit calcul montre que, en gros, une recette, c'est comme un espace dans un hypervolume. Quand vous êtes en dehors du volume, c'est la recette ratée. Donc, vous comprenez bien que quand il y a un chemin, c'est-à-dire la composition de la recette, si vous passez sur un chemin de montagne ou des précipices, vous pouvez tomber dedans. Alors, du coup, on calcule, on espère une loi comme ça, et ben non, on s'est trompé. Donc, c'est le bonheur. Parce qu'on va pouvoir se réformer et s'améliorer. Bon, alors Lavoisier, je vais passer. On n'a plus le temps, hein. Les sauces au vin. Alors tiens, voilà des questions, des vraies questions politiques. Un jour, Pierre Gagnère me dit « Les sauces au vin montées au beurre sont plus brillantes quand elles sont vannées, c'est-à-dire qu'on fait ça avec la casserole, que quand elles sont fouettées avec un fouet. » Vrai? Pas vrai? Pierre Gagnère a 3 étoiles, c'est le plus grand cuisinier du monde. Eh bien, il y a une phrase au labo qui est marquée en gros « Tenir le probable pour faux jusqu'à preuve du contraire ». Je ne crois pas Pierre Gagnère, pas plus que quiconque à propos de cuisine, pas plus que ces livres idiots qui sont de l'empirisme mal digéré. Hein. Donc on a fait la manip, fallait-il le faire? 3 mois de boulot. Alors voilà le résultat très brièvement. Il y a une vraie différence entre une sauce vannée et une sauce fouettée. À gauche, vous avez une sauce vannée. À gauche. Non, une sauce fouettée, donc des toutes petites gouttelettes de beurre fondu, parce que le fouet coupe le beurre en 2 et en 2 et en 2. À droite, la sauce vannée. Et ça veut dire quelque chose du point de vue du goût, pas de la brillance. Ça veut dire que... Maintenant, il faut me remettre l'image, s'il vous plaît. Ça veut dire que à gauche, vous allez sentir plus la phase grasse, et à droite, plus la phase aqueuse.
Or, une sauce au vin, ce qui est bon, c'est le vin qu'on y a mis. C'est ça qui coûte le produit qui coûte cher. C'est pas tellement le beurre. Eh bien, le cuisinier avait des mots faux, brillants, sur des idées intuitivement justes, le goût. Et ça, il ne faut pas être borné, même si on est chimiste. Il faut avoir les yeux grands ouverts en disant « je regarde, je voudrais comprendre ». Et ça, alors, c'est de la gastronomie moléculaire, ça n'est pas de la cuisine moléculaire. Alors, la cuisine moléculaire, je vais passer sur les concepts, parce que les concepts, on n'aura pas le temps. Mais alors, la cuisine moléculaire, c'était quoi? Ben, c'était ça, introduire de nouveaux outils, ustensiles, ingrédients, méthodes. Il y en a plein les labos, il y a plein d'innovations possibles. La glace à l'azote liquide qui est à la mode aujourd'hui, ça fait une belle lune hein, qu'on l'a introduite. Hein, mais ça marche très bien, c'est bien. Il y a un programme européen, on a fait des formules, voilà une formule, et on en a fait des plats. Voilà un plat fait par une formule. On peut faire des tas de trucs, l'innovation elle est à notre porte. L'espace des formules il est infini, on peut jouer comme on veut, on peut même mettre des machines, des micro-réacteurs pour faire ce que j'ai appelé, alors voilà un plat fait par une machine calculé par une formule, le voilà avec un ordinateur qui pilote, et voilà des cocktails, mais voilà le cœur du système, un micro-réacteur complexe, on peut faire 500 milliards de plats nouveaux avec ça. Alors l'innovation, elle est où l'innovation ? Ben, 500 milliards de plats, mais attention, c'est le métier jacquard, c'est-à-dire que demain, dans un meuble gros comme un four à micro-ondes, il y aura ce machin-là, et le cuisinier il est au chômage. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, comment accompagner le mouvement? Voilà des graves questions éthiques, des questions que doit se poser la science. La science n'est pas responsable d'Hiroshima, c'est ceux qui ont fait la bombe qui sont responsables, mais la science est responsable de la production de ces connaissances, ça c'est vrai. Bon. Alors ensuite, les innovations, je vous invite à aller sur le site de Pierre Gagnère, je mets une invention par mois. Pierre, alors voilà, je fais un texte, là c'était le beurre chantilly, Pierre en fait une recette, c'est donné, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'on mangera demain? Alors on pourra manger des tas de constructions, alors voilà le restaurant de Pierre Gagnère, voilà Pierre. Là, j'ai pas le temps de passer au constructivisme culinaire. C'est une nouvelle tendance avec laquelle j'essaye de supplanter la cuisine moléculaire. Mais alors, je voudrais terminer en rêvant un peu. Je vous passe sur des plats abstraits, sur des plats... là, c'est des jambons artificiels. Là, c'est une salade artificielle. Hein. Là, il y avait un plat construit. Alors, maintenant, je voudrais vous parler de cette question-là. Vous mettez une carotte dans une bassine, dans une casserole. Au même moment, vous mettez toutes les molécules de la carotte. Saccharose, fructose, glucose, acide amine, etc. C'est comme si un musicien jouait un accord. Bang! Voilà la carotte. Et puis avec l'autre main, il va faire le navet. Bang, bang! C'est une musique qui est un peu lourdingue. Or, les musiciens, ils arpègent, ils savent faire ça. Pourquoi est-ce qu'on ne cuisinerait pas molécule par molécule? Alors, avec quoi on peut jouer? Alors, on peut jouer avec de l'eau. Ça coûte pas cher, c'est pas trop toxique, mais on peut avoir le supplice de l'eau quand même. Hein. On peut faire de l'acide tartrique. Alors l'acide tartrique, une saveur extraordinaire. N'hésitez pas à avoir chez vous des petites tartrières d'acide tartrique. Hein. Comme la salière, vous sur la table, vous mettez de l'acide tartrique, le sel, le poivre, et puis d'autres si vous avez envie. Par exemple, vous pourriez... Alors voilà une carotte par un chef français à l'acide tartrique. Et puis, on peut mettre du glucose. Le glucose, c'est très délicat. Le glycérol, pas trop. Les polyphénols, ou les composés phénoliques, devrait-on dire. Ça, il y en a certains qui sont quand même vraiment marrants. Hein. L'éthanol, pas de problème. Le monde en bois. Le saccharose, ça va. Oh là, dianhydride de fructose, ça fait peur. Mais il y a ça dans tous les caramels, donc peut-être qu'on peut l'avoir sur la table aussi. Et puis on peut continuer, et puis on peut faire une liste. Voilà, une liste. Voilà. Alors on pourrait jouer, et est-ce que la cuisine de demain, ça sera on va prendre un peu d'eau, on va prendre un peu d'éthanol, on va prendre un peu de glucose, etc. Est-ce que c'est ça la cuisine de demain? Voilà une belle question. Et la réponse, bien sûr, c'est de ça dont on a tous peur. Même les chimistes ont peur de ça. Et alors la réponse, j'espère que alors voilà, non, d'abord, la cuisine, c'est pas des gestes techniques, c'est de l'amour. Deuxième point, on va essayer d'y aller rapidement. Les voilà les gestes d'amour. Il faut que quelqu'un vous cuisine ça, ou ça, il y a un cœur de foie gras fondant, ou ça, c'est un reblochon chantilly dans une espèce de feuilletage très nouveau, un 9 à 62, un 9 à 65, une construction. Un écrin avec des bijoux pour les dames. Je vous aime. C'est ça la cuisine. Alors, vous comprenez bien que ça, c'est pas de la science, ce sont des applications. Innovation, pas innovation, bien sûr que c'est des innovations, sinon on n'en parlerait pas, bien évidemment. Alors, celle-là, c'est une viande artificielle. Pas très difficile, mais j'ai pas le temps.
Ah là, c'est... Non, j'ai pas le temps non plus. Là, c'est un plat, quand vous l'avez fini, il recommence. Hein. C'est assez rigolo. Ça, c'est une choucroute, mais une choucroute construite, moderne. Et elle est bonne. Hein. Ça, c'est un plat merveilleux, mais je n'ai pas le temps de vous décrire. Ça, c'est ce que j'aime, c'est notre quotidien du laboratoire. Ce sont des équations, ce sont du calcul toute la journée, parce que c'est ça qu'on adore. Vous m'offrez un repas ou ça, je crois que je préfère ça. Sauf si c'est en meilleure compagnie que j'ai le repas. Mais on peut être en bonne compagnie pour ça. Et Roland Garros, une après-midi à faire du calcul, certainement pas Roland Garros. C'est un truc emmerdant avec deux gugus qui se tapent dans une balle. Alors on a des torticolis, c'est foireux. Non, 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 non. Vive la science et la gastronomie moléculaire en particulier.